Je vais attendre un instant que le PowerPoint s'affiche. Super. Voilà. Alors, je veux bien qu'on retourne à la slide précédente, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc, comme vous l'avez présenté, je vais vous parler aujourd'hui des reliures d'étoffe qui se situent vraiment à la jonction du livre et du textile. Slide suivante. Merci. Donc, en tant que conservateur et restaurateur de manuscrits et de livres anciens, l'appréhension des différents matériaux constitutifs du livre est un exercice avec lequel je me plie avec plaisir. Cuir, parchemin, textile, tous ces questionnements font l'objet d'études détaillées. Mais dans le cas du textile, on recense peu d'études qui parlent de ce genre d'objets, malgré la place attestée qu'elles ont occupée au cours des siècles. Et la conservation-restauration de couvrures de textiles n'a pas à ce jour fait l'objet de publications ou d'études poussées. Pourtant, appréhender la reliure textile ne va pas de soi. Ce sujet d'étude est tellement inexploré qu'il soulève plusieurs problématiques. Par exemple, quelle solution proposer pour le rétablissement d'une structure rompue? Comment stabiliser une zone altérée? Est-il possible d'envisager le même type de traitement pour toutes les zones du livre? La consolidation d'une zone mobile du livre, comme les morts, diffère-t-elle d'une zone fixe comme les coins ou les coiffes? Et surtout, comment appliquer les mêmes critères de retraitabilité sur un matériau fragile, nécessitant de pouvoir supporter de nouvelles tensions mécaniques qui sont intrinsèques à la manipulation d'un livre? Donc, ces questions se sont naturellement posées à moi quand j'ai rencontré 3 manuscrits aux couvrures textiles provenant du département des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique et plus spécifiquement de la librairie des Ducs de Bourgogne. Mais mon intérêt pour les reliures d'étoffe n'a pas commencé à la bibliothèque. Elle remonte aux années d'études que j'ai passées à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre. Durant les 2 dernières années du mémoire, j'ai choisi d'étudier les reliures d'étoffe comme sujet de rédaction du mémoire. Et pour répondre aux problématiques liées au cas complexe des reliures d'étoffe, j'ai suivi en parallèle à cette formation à la Cambre une formation de restauration de textiles à l'Académie d'Anderlecht. Slide suivante, s'il vous plaît. Avant de parler plus en détail des cas de traitement, je vous propose de faire une brève parenthèse qui vous permettra de saisir l'importance de la librairie ducale et des reliures d'étoffe. Donc pour cela, nous devons remonter jusqu'au XVe siècle. À cette époque, les Pays-Bas méridionaux sont prospères. Les ducs de Bourgogne s'imposent parmi les plus grands mécènes de leur époque. Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire ou encore Marie de Bourgogne appellent à leur cour les plus grands artistes de leur temps. Plus que les autres princes descendants de Charles Quint, les ducs de Bourgogne exploitent avec force l'imaginaire pour élaborer une politique subtile basée sur le recours de l'écrit et de l'image. Les ducs vouent un culte particulier aux livres et ils n'auront de cesse d'enrichir leur collection. Slide suivante. Donc, le noyau de ce qui deviendra plus tard la Bibliothèque royale de Belgique est constitué à l'initiative des ducs de Bourgogne entre 1420 et 1470. Du premier inventaire dressé au décès de Jean sans peur en 1420 et celui rédigé après la mort du Téméraire, la librairie passera de 248 à 865 codices. C'est le grand-duc d'Occident, le duc de Philippe le Bon, fils de Jean sans peur, qui est un bibliophile passionné et cultivé, qui constituera en fait une des plus belles bibliothèques de son époque. La librairie ducale est une des collections les plus importantes d'Europe du XVe siècle, aux côtés de celle du roi de France, des souverains d'Angleterre, des Médicis ou encore de la papauté. Slide suivante. Dès leur avènement, les ducs de Bourgogne exploitent la complexité référentielle de l'écrit par l'utilisation et la manipulation avisée du livre. Cela leur permet d'affirmer leur pouvoir politique et territorial. Et pour ce faire, ils mettent en scène le livre, tout d'abord en suscitant la création littéraire, ensuite en influençant la lecture de l'image et du texte, et enfin en instituant des cérémonies curiales et urbaines qui mettent en scène l'écrit selon toutes ses formes, comme vous pouvez le voir ici. Le livre et la bibliothèque deviennent des incarnations du pouvoir et, bien plus que de simples objets de luxe, les livres soutiennent les ambitions hégémoniques des dynasties d'alors. Slide suivante.
Donc, les manuscrits provenant de la librairie des Ducs de Bourgogne à Bruxelles ont connu une histoire très mouvementée. Donc, passant des collections des Ducs de Bourgogne au XVe siècle à la Bibliothèque royale belge au XIXe siècle, mais avant même la fin du XVe siècle, une grande partie de la collection est disséminée par héritage majoritairement. Donc, la librairie passe à Marie de Bourgogne, puis à Charles Quint et à Philippe II. Mais surtout, ces livres ont subi diverses dégradations, suite par exemple à plusieurs incendies, dont celui que vous pouvez observer ici au palais de Coudenberg, palais dans lequel était conservée l'entièreté de la collection de la librairie ducale. Ces livres ont aussi subi de nombreux va-et-vient entre la France et la Belgique, majoritairement, surtout à partir du XVIIIe siècle. Donc les manuscrits seront confisqués par les troupes françaises d'abord, puis les troupes de l'armée de la République ensuite, sur une période de moins de 50 ans, et seront tout de suite envoyés à la Bibliothèque nationale ou royale quand on parle de l'invasion de Louis XV. C'est la suivante, s'il vous plaît. Et donc, quand ces livres sont envoyés en France, ils sont systématiquement reliés dans une nouvelle couvrure, comme vous pouvez le voir ici. Tous les manuscrits sont reliés dans un maroquin rouge qui sont estampés, selon la tradition, aux armes de Louis XV. Il faudra donc attendre le congrès de Vienne en 1815 pour que les manuscrits confisqués soient rendus à Bruxelles. Les manuscrits qui auront échappé à ces événements se verront dès le XIXe siècle pourvus de nouvelles reliures, à leur tour, suite à un mouvement nationaliste et historisant belge qui suivra le goût néogothique en vigueur de l'époque. Il paraît donc assez miraculeux que les manuscrits eux-mêmes soient conservés intacts. En effet, malgré tous les problèmes constatés au niveau des reliures, l'état de conservation des corps d'ouvrage est remarquablement bon. Slide suivante. Donc après ce passé mouvementé, la Bibliothèque royale de Belgique est fondée en 1837 et de la collection originale subsistent encore 247 manuscrits qui sont conservés dans ses réserves et qui sont aujourd'hui accessibles dans un musée qui a ouvert en septembre dernier, le KBR Museum, qui est ouvert au public. Les autres manuscrits sont perdus ou dispersés dans des collections à l'étranger, comme à Paris, à la Bibliothèque nationale ou à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Los Angeles, au Getty Museum, ou encore à Londres, à la British Library. Voilà, celle suivante. Donc le XVe siècle a vraiment marqué un tournant dans l'histoire du livre manuscrit, et le siècle de Bourgogne s'inscrit dans un contexte artistique foisonnant. L'art de l'enluminure voit un essor sans précédent dans des villes opulentes comme Bruges, Bruxelles, Tournai, Lille, Valenciennes. Et ces villes s'imposent comme étant de véritables pépinières d'artistes au centre d'une production écrite d'une qualité exceptionnelle. Livre suivant. Donc, si le corps d'ouvrage est richement décoré, les matériaux de couvrure ne sont pas en reste et l'utilisation de matériaux d'exception comme l'ivoire, le textile, les pierres ou encore l'or ou l'argent font foison. L'utilisation de ces matières a pour but de sublimer le contenu de l'ouvrage. Cependant, il arrive que le prestige de l'objet soit tel, que la symbolique de la matière soit si importante, que le sens premier du contenu s'efface. C'est l'ensemble des matériaux employés qui rend alors l'objet remarquable. Les reliures précieuses sont le plus souvent utilisées pour célébrer les dieux ou les princes. Et dans ce cas, ces livres deviennent des objets de transaction, de présents, des offrandes dans le but de s'attirer des faveurs et de rendre hommage aux puissants. Slide suivante. Donc, à la cour des ducs de Bourgogne, l'emploi du textile en tant que matériau de couvrure sur un ouvrage n'est pas anodin. Dans les collections de Philippe le Hardy et de son épouse, 50 à 80% des mentions d'inventaire, des reliures d'étoffes, sont liées à des ouvrages religieux ou de dévotion privée. Slide suivante. L'emploi du textile pour recouvrir les manuscrits est en effet hérité de pratiques religieuses. Et le vêtement liturgique, l'ornementation textile liturgique, le voile liturgique connaissent une longue évolution dans les usages et dans leurs traditions, qui sont directement liées au développement des reliures aux couvrures textiles. Slide suivante. Donc, l'usage des chemises en textile remonte certainement aux origines du christianisme, qui imposait de se couvrir les mains d'une étoffe avant de saisir un objet ou un livre saint. Le voile en question s'appelle le manutergium et il permet d'isoler nos petites mains impies de ce beau livre. Slide suivante. Au XVe siècle, lorsque les grands seigneurs laïcs constituent leur librairie, il est toujours d'usage d'utiliser l'étoffe comme parure de livre, particulièrement pour les livres à sujet religieux, comme l'en atteste la peinture de chevalet flamande contemporaine à cette époque. Donc, les manuscrits, une fois copiés et reliés, sont parés de textiles. Slide suivante.
Et pour cela, les qualités de souplesse et de brillance des soieries sont autant exploitées dans le domaine de la reliure qu'elles le seront dans le domaine de l'habillement et de l'ameublement. Et dans les inventaires des librairies ducales, on retrouve de nombreuses mentions d'étoffes comme le taffetas, le sandal, le satin, le velours, le drap de soie ou encore le drap d'or. Et à chacune de ces soieries est réservé un usage particulier, fonction des armures, de l'aspect de surface, de la souplesse ou encore de la finesse du tissu. Slide suivante. Le très petit nombre de reliures précieuses recouvertes d'étoffes conservées datant la fin du XVIe siècle laisse difficilement entrevoir l'importance qu'a eu la reliure d'étoffes au Moyen-Âge. Le textile est un matériau fragile, victime de l'usure autant que de l'évolution des goûts, qui a souvent été remplacé par du cuir, surtout à partir du XVIe siècle, lorsque les dégradations étaient trop importantes sur les reliures. Alors, comme ces reliures d'étoffes sont aujourd'hui rarissimes et qu'il en reste peu de témoins, on a un peu de mal à se rendre compte justement de l'aspect que pouvaient avoir ces reliures malgré les définitions qu'on en trouve dans les inventaires, mais grâce à des fragments de tissu encore conservés aujourd'hui ou à la peinture de chevalet contemporaine de cette époque qui représentait la cour, les ducs et les duchesses, on peut se faire une idée de ce à quoi pouvaient ressembler ces reliures d'étoffes. Slide suivante. Merci. Donc, je vais vous présenter maintenant les 3 manuscrits sur lesquels j'ai travaillé ces 2 dernières années. Le premier manuscrit se nomme Florent et Octovien. Il date de la deuxième moitié du XVe siècle. C'est un manuscrit écrit en prose, à l'encre cursive, gothique, de couleur rouge et noire, sur des feuillets en papier. Originellement, ce livre est destiné à Jean de Créqui, qui est seigneur de Fressin et de Canaples, qui est chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, avant de passer dans les collections particulières de Philippe le Bon, qui avait un intérêt particulier à ce livre et qui a donc fait redorer, comme vous le voyez ici, l'initiale ornée avec son propre blason pour le faire entrer dans sa collection à lui. Ce lourd ouvrage, donc, qui est impressionnant par sa taille et son volume, compte 614 pages et il pèse environ 5 kilos. Il s'agit d'un roman rédigé en français qui relate l'épopée de grands empereurs romains et faisant partie d'un ensemble d'œuvres originales caractérisées par un dérimage et l'adaptation de poèmes plus anciens. Le corps d'ouvrage date du milieu du XVe siècle, tout comme sa couture, qui est originale. Par contre, les plats qui sont en carton et recouverts d'une couvrure en demi-papier, donc un papier caillouté, un papier marbré dit caillouté, datent du XVIIIe siècle, tout comme le dos, qui est recouvert d'un textile de remploi, qui est une soie lancée. Slide suivante. Le deuxième livre est un livre d'heures. Il s'agit aussi d'un manuscrit enluminé, mais cette fois de production brugeoise, écrit aussi en lettres gothiques, à l'encre rouge et noire, sur vélin cette fois. Nous avons le plaisir d'observer dans cet ouvrage de nombreuses lettrines fleuries, des initiales ornées qui sont caractéristiques de l'époque gothique tardive, tout comme les marges décorées qui sont exclusivement végétales, ornées de rinceaux et de feuilles d'acanthe. Ce livre a pour matériau de couvrure un velours rouge coupé qui recouvre des ais en bois. Sur cette couvrure, nous observons différents éléments métalliques, 2 fermoirs ciselés, ornés de motifs végétaux et 2 ombiliques identiques posés au centre des plats, dans lesquels il est possible de percevoir les armoiries de la famille de Meuse. Les seuls éléments contemporains au manuscrit du XVe siècle sont les éléments métalliques, donc les 2 petits ombiliques qui sont posés au centre des plats, la couture actuelle, les ais en bois, la couvrure textile et les gardes en soie ne peuvent être datés avant le XVIIe siècle. Slide suivante. Merci. Et le dernier livre dont je vous parlerai aujourd'hui est intitulé « Poèmes sur la Toison d'Or ». Il s'agit d'un manuscrit enluminé également de production brugeoise. Et ce manuscrit a d'abord appartenu à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, puis a été saisi par Napoléon et a été déposé à la Bibliothèque impériale. On y trouve le poème de la Toison d'Or, qui est un long éloge à Philippe le Bon, qui a été imaginé par le poète, qui était aussi un courtisan à la cour et qui a essayé de s'attirer quelques nouvelles faveurs en rédigeant un poème directement à Philippe le Bon. Les marges sont aussi décorées avec des bandeaux végétaux ornés de rinceaux aussi et de feuilles d'acanthe. Et ce livre a pour matériau de couvrure une toile grossière qui est d'abord collée en plat sur les ais en bois et qui est elle-même recouverte d'une petite soie verte datant du XVe siècle. Donc cette soie est contemporaine au corps d'ouvrage.
Alors sur cette soie, au niveau du plat supérieur, on peut encore voir quelques restes d'un décor. Donc il s'agissait d'une pièce de parchemin qui était collée sur le plat supérieur et qui était lui-même décoré, mais dont aujourd'hui on n'a plus de traces. Slide suivante. Donc, quand on est face à ce genre d'objet, les objectifs actuels en termes de conservation du patrimoine, qui sont aussi ceux du livre, sont évidemment la préservation de la signification et le respect de l'usage de l'objet. Et le choix de traitement d'un ouvrage est donc orienté par la volonté de servir son usage et sa signification, tout en considérant sa matérialité. Les spécificités propres à l'objet livre impliquent elles aussi des objectifs particuliers. Le livre porte plusieurs couches de signification. Il est médium de transmission, un objet d'utilisation en 3 dimensions qui est mobile, et tout en étant une œuvre d'art. Les objectifs caractéristiques de la conservation du livre dépendent donc de ces spécificités. Il s'agit de respecter l'accessibilité à l'objet et à son contenu dans son ensemble, sachant que les 3 livres que je vous ai présentés, quand ils ne sont pas exposés à la bibliothèque dans le nouveau musée, ils retournent en réserve mais sont toujours consultables par les chercheurs et donc sont sortis 2 à 3 fois par an sur demande spécifique. Ce postulat exige un certain nombre de critères. Le respect de l'intégrité de l'objet, une consultabilité non contraignante à la fois pour le livre et pour le lecteur, une flexibilité des matériaux qui permet au livre de fonctionner, la pérennité des matériaux et des mécanismes, un bon support des médias permettant l'appréciation du texte et de l'image et une protection optimale de l'objet et de son contenu. Contrairement au livre, suite à un traitement d'un objet textile, l'objectif est de n'avoir à manipuler qu'au minimum la pièce restaurée. Il est donc extrêmement important de devoir limiter l'application des contraintes mécaniques avant, pendant et après les traitements. Dans le cas des reliures textiles, le restaurateur est confronté à un objet nécessitant 2 spécialités. En restauration du livre, les traitements de renfort ou de réintégration de lacunes au niveau d'une couvrure impliquent un collage en plein au niveau de la zone fragilisée sur lequel sera posé ensuite le matériau original. Cependant, réaliser un collage sur toute la surface d'un textile n'est pas le premier réflexe d'un restaurateur spécialisé dans ce domaine. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le cas de ces 3 ouvrages, l'état de conservation des textiles employés comme couvrure présente des stades d'altération plus ou moins avancés. Un effilochage du textile, des déchirures, l'aplanissement des poils du velours, une usure du textile, voire un cisaillement au niveau des mors, des lacunes ponctuelles localisées au niveau des nerfs et des mors, et des coiffes et des coins, et des lacunes parfois plus étendues au niveau du tissage qui commence à se dégrader partiellement ou localement. Slide suivante. 3 approches sont donc possibles pour proposer des traitements qui sont en fonction des livres présentés. D'abord, une approche par collage, donc l'utilisation d'un adhésif est beaucoup moins courant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de conservation-restauration du textile. Et cela s'explique par le fait qu'un adhésif pour le traitement d'un textile n'est pas complètement réversible. Même si l'adhésif reste soluble, il est possible de le retirer entièrement d'une surface poreuse ou fibreuse, ou même lorsque le textile est fragilisé, mais il restera évidemment une présence de cet adhésif sur le matériau endommagé. Il s'agit donc, avant d'envisager un traitement à l'aide d'adhésifs, d'anticiper les risques et les avantages, ainsi que la faisabilité de l'intervention en les comparant à d'autres possibilités, comme le traitement par couture. Donc, le traitement d'un couture à l'aide de fils et d'aiguilles est une opération recommandée dans les seuls cas où le tissu est capable de supporter l'application d'une tension qui est engendrée par la pose de différents points de couture et le passage successif d'une aiguille et du fil dans une matière tissée. Nous notons également que dans le cas d'une couvrure textile, le problème de l'accès suffisant au tissu pour pouvoir réaliser ces points de couture dans de bonnes conditions est non négligeable. En effet, la couvrure est généralement collée en plein sur les plats et sur le dos des ouvrages. Une possibilité d'approche par collage et couture est également envisageable. Donc, coupler ces 2 techniques permet de tirer parti de chacune d'entre elles. Une couture supplémentaire peut agrandir et améliorer grandement la durabilité d'un traitement aux adhésifs et inversement, le traitement aux adhésifs réduit la quantité nécessaire de pose de points sur les textiles endommagés. Il s'agit dans les 2 cas d'atteindre le même objectif qui est d'apporter au textile original un renfort lui permettant de résister dans des conditions de sécurité acceptables aux conditions de conservation ou d'exposition en vigueur à un moment donné. Slide suivante.
Donc maintenant, je vous propose de revenir concrètement sur ces 3 cas. Donc, dans le cas de Florent et Octovien, l'état de conservation du corps d'ouvrage et de la couture sont excellents, puisque la couture a été réalisée dans l'optique que le papier ne serait pas suffisamment pérenne pour subsister dans le temps, et donc tous les fonds de cahier ont été doublés à la fois par un onglet interne en parchemin et externe au niveau des fonds de cahier. La principale urgence réside dans l'état de conservation du matériau de couvrure en général et plus particulièrement de la soie. Comme vous pouvez le voir, les déchirures et le décollement du textile au niveau du mors supérieur et tout le long du dos témoignent de l'usure généralisée du textile qui est assez préoccupante. Chaque manipulation représente un risque d'aggravation et des altérations structurelles de la soie comme des déchirures et des ruptures du textile. Le livre étant extrêmement lourd et volumineux, sa manipulation en est des plus délicates. Les principales problématiques se situent donc au niveau de cette couverture textile du XVIIIe siècle qui est non adaptée à ce volumineux corps d'ouvrage. Les liens entre le plat et le corps d'ouvrage ne sont assurés que par la charnière réalisée par les pages de garde supérieures et inférieures et par cette très très légère soie entre le dos et le corps d'ouvrage. Évidemment, ceci a mené à un détachement progressif du plat supérieur. Les objectifs sont évidemment de réaliser une conservation curative de cet objet en rattachant les plats, dans un premier temps, et ensuite en consolidant et en stabilisant le textile. Le but est en effet que le textile de couvrure n'ait plus à avoir à supporter toutes les contraintes mécaniques liées à la manipulation du livre. Il a donc été décidé, slide suivante, merci, de déposer en fait ce textile qui faisait le lien entre le dos et le corps d'ouvrage pour pouvoir envisager un traitement un traitement le plus évident dans le cas de cette soie qui est globalement altérée. Pour cela, donc, nous notons que les caractéristiques en fait, de la soie qui est lancée sont la présence de fils flottants sur le revers du textile. Et donc, ces fils flottés peuvent être un barrage en fait, à une bonne prise d'un adhésif au moment d'un collage, mais dans mon cas, ça m'a fortement aidé à déposer ce textile du plat qui était des plats sur lesquels étaient collées les pages cailloutées. Et donc, le collage n'étant pas excessivement adhérent, j'ai pu déposer ce textile sans peine. Alors, une fois que le textile a été déposé, il a été relaxé, donc sous Gore-Tex, puis séché sous poids, puis il a été posé sur une table de travail. Une fois que la soie a été posée sur un matériau de doublage, donc j'ai choisi la crépline de soie, qui est à la fois souple, mais qui permet de renforcer structurellement la soie lancée, tout en permettant en fait le collage de cette soie sur le support secondaire, collage qui a été réalisé par réactivation de la crépline en soie avec de l'Evacol Air. Voilà. Slide suivante. Une fois que le collage était réalisé, j'ai pu poser des points de couture et poser différents points de couture à la surface de cette soie. Et donc les différents points en question sont le point avant, le point de Boulogne et le point de Feston. Et cela a vraiment permis en fait de consolider à la fois le collage qui était suffisamment adhésif pour pouvoir se caler sur la soie originale, mais aussi résister à différentes tensions mécaniques possibles qui seront évidemment posées sur cet ouvrage au moment des manipulations. Slide suivante. Merci. Une fois le textile consolidé, il a été décidé de poser des clés en papier japonais pour rattacher les plats désolidarisés, mais surtout pour renforcer le lien entre le corps d'ouvrage et les plats qui jusqu'alors étaient joués par le textile et les pages de garde. Une clé en papier japonais Kozo est posée sur toute la surface du dos, à la colle d'amidon de blé, et cette bande se poursuit et se prolonge sur plusieurs centimètres tout le long des mors pour pouvoir être collée sur les plats inférieurs et supérieurs sous le matériau de couvrure, donc la garde cailloutée. Cette technique de rattachement des plats permet de ne pas intervenir dans la matière constitutive des plats et permet également, cette technique a été permise suite en fait, à la dépose du matériau de couvrure en soie et donc m'a permis de passer sous les différents matériaux sans abîmer les différents matériaux constitutifs du livre. Slide suivante. Merci.
Donc voilà le livre après traitement. C'est des photos que j'ai réalisées en fait il y a quelques semaines, donc 3 ans après la restauration de cette soie. Et donc j'ai constaté que même suite à différentes manipulations de ce livre dans les réserves, la soie était toujours bien adhérente à son support en crépine de soie et que les points de couture avaient résisté aux différentes manipulations liées aux consultations. Slide suivante. Dans le cas du petit livre d'heures, la principale urgence réside dans l'état de conservation du matériau de couvrure, donc le textile, le velours. Le dos présente une fragilisation marquée au niveau des zones mobiles du livre, qui sont les mors. On y observe en fait des déchirures, un décollement du textile au niveau de la coiffe supérieure et une toute petite zone au niveau de la coiffe qui n'est plus protégée. Les ais en bois sur cette zone ne sont plus protégés puisque le matériau de couvrure se dépose. Il a donc été décidé de consolider localement le textile au niveau des zones mobiles. Mais dans ce cas-ci, une dépose du matériau de couvrure n'était pas possible puisque le velours en soie a été collé en plein sur les ais et donc déposer entièrement la couvrure des ais en bois aurait posé beaucoup trop de problèmes au niveau de la conservation des matériaux qui sont déjà très altérés au niveau des zones fragilisées. Slide suivante. Donc, pour ce traitement, nous avons envisagé une approche uniquement collage en se référant à des techniques plus traditionnelles liées à la conservation-restauration des livres. Pour cela, une bande de papier japonais Kozo a été posée sous les zones lacunaires et au niveau des mors afin de renforcer ces zones qui sont souvent soumises aux contraintes lors des manipulations. Une fois que le papier japonais a été collé sur les ais en bois, donc avec un mélange de colle d'amidon de blé et de Tylose MH300P, les fibres ont été rabattues sur le matériau de support avec le même type de mélange d'adhésif. Slide suivante. Et dans le dernier cas, donc dans le cas du poème sur la toison d'or, cette fois-ci, le manuscrit est un des livres qui a été rescapé du grand incendie du palais de Kudenberg. Et donc, pour être sauvé des flammes, il a hâtivement été jeté par les fenêtres du palais avec d'autres et a atterri dans une épaisse couche de neige, puisque c'était en fait en plein mois de février à cette époque. Et donc, l'ensemble des 13 feuillets qui constituent le corps d'ouvrage ont subi un important dégât des eaux. Le parchemin est marqué par des ondulations et des auréoles en tranche de tête, mais les altérations principales se situent au niveau de la couvrure en satin de soie. On y observe des altérations de forme, comme des tensions et des bourrements du textile, de surface, un encrassement généralisé, et de structure, donc des déchirures, des délaminations, une fragilisation de la structure mécanique du matériau. Pour ce traitement, il a encore une fois fallu envisager un traitement in situ, puisque la dépose de cette couvrure en soie, même si elle n'est pas collée en plein sur la première couvrure grossière collée sur les plats, est quand même collée au niveau des remplis sur les contreplats sur une épaisseur de 3 à 4 5 cm. Slide suivante. Merci. Alors, pour cet ouvrage, seuls des points de couture seront posés pour consolider les zones fragilisées. Donc, sur les bords effilochés sont glissées des bandes de papier japonais qui serviront de renfort secondaire, non collés et seulement localisés. Tout le long des bords sont cousus des points de feston qui lient à la fois le satin de soie original au matériau de renfort et au papier japonais. Une fois cousu, le papier japonais et la couvrure en soie restent relativement flexibles, tout en procurant un support résistant à ce matériau très fragilisé sur les zones qui sont souvent sujettes au frottement répété. La retraitabilité de ce traitement est de plus optimale. Slide suivante. Voilà, donc ici vous pouvez voir une photo avant traitement au niveau des champs de queue, puis après traitement. Et aujourd'hui, ce petit ouvrage est exposé dans une des vitrines du musée de la bibliothèque. Slide suivante. Donc, en conclusion, la conservation-restauration des reliures d'étoffe nécessite la jonction de deux spécialités, la conservation-restauration de livres et la conservation-restauration de textiles. Les approches par collage et couture se renforcent mutuellement et permettent d'obtenir de meilleurs résultats, mais les limites des interventions sont palpables dans le cas où les couvrures doivent être traitées in situ, par exemple, comme dans le cas du petit velours en rouge ou de la soie verte. Et le choix des interventions dépend en plus de l'accessibilité du textile et de la faisabilité des traitements sur les zones altérées.
Chaque cas rencontré nécessite donc un positionnement unique. Et cette recherche est relativement récente, donc tout est encore à faire. Et je serais ravie de discuter avec des restaurateurs de textiles ici pour savoir si eux-mêmes ont rencontré des cas de restauration dans lesquels le textile, une fois restauré, aurait dû ensuite être manipulé. Voilà, slide suivante. Je vous remercie pour votre écoute.